Alors bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Klein. Alors Laurence est une coureuse de fond française spécialisée dans la longue distance sur route, le trail et l'ultra-trail. Tu es surtout aussi connue pour avoir remporté à 3 reprises le Marathon des Sables au Maroc. Tu es championne d'Europe et vice-championne du monde de 100 km en 2017 et tu détiens, il me semble encore, le record de France depuis 2017. Rien que ça, et puis tu es aussi référente équipe de France sur le 100 km et directrice générale 100% sport business, un parcours de vie assez incroyable. Bonjour Laurence, comment tu te sens? Bonjour Quentin, ça va très bien, ça va très très bien. Juste une petite rectification, c'est depuis 2007 que j'ai ce record de France. Pas 2010, D'accord. 2007. Ah, excuse-moi, c'est moi qui ai mal dit, j'ai pourtant 2007 en effet sur mes notes. Excuse-moi. Quand même, hein, maintenant que ça, comme ça date, un record de France, on se dit que 2007 c'est pas si mal de l'avoir tenu déjà jusque-là. C'est clair. C'était chaud le week-end dernier même. Alors c'est pour ça maintenant les années comptent presque de garder un record. Bon, on se dit que ça serait bien qu'il soit battu parce que ça veut dire aussi que un record de France, on l'a par comment dire, c'est une sorte de petite location ce record de France. On a un record personnel qui lui est à nous. Et le record de France, on l'a par procuration et on se dit que pour l'instant, c'est moi qui l'ai en attendant de passer le flambeau. Ouais, et étant donné que tu es référente équipe de France sur le 100 km, ça serait bien aussi que du coup tu puisses partager et que tu puisses donner le flambeau en effet à quelqu'un de l'équipe de France, ça serait chouette. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Effectivement, je suivais les championnats de France de 100 km et à 2 minutes, seulement 2 minutes, Camille était proche de ce record de France et j'étais à ses côtés les derniers kilomètres et c'est vrai que c'est un sentiment partagé de se dire le record va peut-être tomber, mais en même temps, quand on est référente de l'équipe de France, c'est amener une personne à réaliser une grande performance pour rentrer en équipe et ensuite performer au niveau international. C'est mon rôle maintenant. Donc, on est partagé entre les deux, mais honnêtement, j'étais prête à passer ce flambeau. Et voilà, j'attends ce côté-là. J'attends ce côté-là parce que je suis passée de l'autre côté de la barrière aussi. Et puis, ça retire rien à ma performance personnelle. Mon record personnel restera toujours les 7h26. Et exactement. Et ça, c'est assez chouette, n'empêche d'avoir pu vivre ça. Je pense qu'émotionnellement, ça doit être assez dense, assez fort. Il se passe plein de choses et on se dit que déjà je réalise que ma performance est de haut niveau parce que quand je vois la vitesse où ça court, je me dis waouh, j'ai fait ça moi un jour. Donc c'est bien. Il y a 14 on réalise, ans de ça, il y a ce côté-là et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque le commentateur de la course m'a demandé de revenir vite fait à l'arrivée dans les derniers kilomètres pour l'accueillir alors que j'étais près d'elle quand même, j'étais près de Camille, je me suis dépêchée de venir. La fatalité a fait qu'avec mon vélo, parce que je suivais en vélo, que mon vélo a passé la ligne d'arrivée au moment où j'avais déjà ce record. Donc je me suis dit bon voilà, j'attends Camille, mais c'est avec beaucoup de gentillesse et qu'on a partagé ce moment. C'est un beau moment à vivre. Elle est championne de France, elle arrive sur la discipline, c'est une belle athlète. Voilà, j'attends de voir ce qui va se passer sur la scène internationale. Ouais. Bon, en tout cas, une belle performance et on la salue bien fort en tout cas là-dessus. Et pour sûr, voilà, il y aura de belles choses à arriver, surtout si toi tu es en plus référente sur le 100 km avec l'équipe de France. Qui es-tu, Laurence? Parce que là, je t'ai fait une brève présentation alors, sur ton parcours plutôt professionnel, sportif, mais qui es-tu vraiment, toi? Alors, je suis une femme de 52 ans maintenant, qui a mis le dossard, je vais dire, qui épingle son dossard depuis 42 ans. J'ai commencé une dizaine d'années.
à courir. Wow. Donc là, c'est plus le monde côté sport, si je dois parler du sport en priorité. Voilà, j'ai pris mes premières licences, j'avais une dizaine d'années, j'arrive de l'école d'athlé, donc j'ai commencé à être repérée dans la cour de l'école. De là, très vite, je me suis piquée au jeu, forcément de la compétition, je me suis aperçue très vite que j'étais compétitrice. Souvent, j'ai tendance quand on me demande quand j'ai commencé à courir, je pense que franchement, mes premiers pas ont été derrière le bus scolaire parce que j'étais tout le temps en retard. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers entraînements. Donc, souvent, on dit que c'est sur des défauts que naissent des belles choses. Moi, mon défaut, c'est le défaut du retard et toujours en train de speeder et courir à rattraper le temps. Bon, on est deux. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, très vite, j'ai été repérée par les clubs et je suis arrivée à courir, des premiers temps du 800 mètres, du 1000 mètres en minime fille, je courais en 3 minutes 15 le 1000 mètres. Donc j'avais vraiment des aptitudes à la course à pied et à la longue distance. Ensuite, en junior, j'ai été vice-championne de France de 10 km et en junior, j'ai été en 36. Et ensuite, je suis passée à la route. Et sur la route, un record de semi-marathon 1,15, un marathon en 2,37. 2,37, ce qui m'a permis de faire les championnats du monde d'athlétisme en 2009 à Berlin. Okay. Avec également, en poussant un peu plus loin, mais j'étais déjà arrivée sur le 100 km, où en 2004, j'ai ma première sélection sur 100 km. Et 2007, je bats le record de France, effectivement, en 7h26. Auparavant, j'ai croisé la route d'une personne sur la fédération qui était amoureuse du désert et qui m'a dit, il y a le marathon des sables. Je savais pas du tout ce que c'était. Une aventure dans le désert. Je me suis dit, ça peut être super. Et alors là, je pensais pas que ça allait changer à ce point-là, presque le cours de ma vie d'athlète, parce que franchement, le marathon des sables, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui a beaucoup marqué ma carrière. Pour l'avoir remporté 3 fois, certes, une fois 4e, mais aussi avoir fait une grosse déshydratation avec des hauts, des bas, des émotions, du condensé de vie, de remettre le disque dur à zéro, de se dire que en fait, on est peu de choses, un grain de sable dans ce désert, de pouvoir aussi avoir une certaine résilience par rapport aux éléments naturels et à la course à pied et le fait de courir ces longues distances. Je dois beaucoup à ce désert et c'est pour ça que je l'aime tant et c'est pour ça aussi que là, à 52 ans et 53 ans au mois de janvier, j'ai décidé de repartir pour mon 9e. D'accord, ok. Parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Trek TV sur la chaîne hier soir, j'ai regardé et elle datait d'il y a 2 ans, juste avant la Covid, je crois. Et donc du coup, tu parlais de ton dernier, ou potentiellement, il y aurait potentiellement d'autres en effet qui arriveraient avec tes enfants. Et donc voilà, en tout cas, tu officialises un nouveau marathon. Mes enfants, je les ai emmenés dans les dunes de Merzouga pour leur montrer un petit peu ce que j'avais traversé. Ma fille est tombée complètement amoureuse aussi de ce désert et ne demande qu'à y retourner. Mon fils, pareil, il m'accompagne aussi. Il m'a accompagné sur ma dernière victoire sur les 100 km de Millau. Partager des émotions avec mes enfants, je pense que de toute façon, c'est le rêve de tout parent parce que on aime transmettre. Et on aime transmettre déjà aux personnes qui nous entourent, mais transmettre à ses enfants, c'est quand même l'essentiel de la vie de parents. Ouais. Il y a des théories un peu comme ça qui disent qu'il y a des phases pour apprendre, il y a des phases pour bûcher, et il y a des phases aussi pour redonner, donc pour monter en compétence les personnes que l'on aime. Donc, je comprends. Moi, on m'a transmis également des valeurs. Mes parents m'ont transmis des valeurs. Mon père et ma mère
m'ont toujours accompagnée dans le sport. Malheureusement, mon papa est décédé quand j'avais 20 ans et c'est grâce à lui que je suis devenue athlète parce que c'est vrai que je raconte souvent cette histoire, mais en 2004, quand on me demande mon papa est décédé en 88, 89, quand on me demande en 2004 de retourner en équipe de France, c'est très compliqué parce que mon père n'est plus là, parce que je lui avais promis en 88 de faire les championnats du monde de cross en junior et j'échappe de très peu à cette qualification. Et en 89, malheureusement, le décès de mon père fait que je peux pas lui donner cette sélection. Et quand on me demande en 2004 de repartir sur une sélection de 100 km, je dis non, je dis que non parce que je suis pas prête à retourner, retravailler tout ça. Je suis encore blessée et 15 ans après, je suis encore blessée. Et quand je regarde la date du calendrier, quand la date du calendrier annonce en 2004 que le 20 juin 2004, le jour de la sélection, c'est la fête des pères, je me dis qu'à titre posthume, je peux pas faire autrement que d'aller lui offrir cette sélection. Et voilà, c'est vrai que c'est ce qui est le démarrage de ma vie internationale. Donc même décédés, mes parents, et je les ai plus tous les deux, et j'ai plus mon frère non plus. Et franchement, c'est pour moi des personnes qui sont toujours avec moi dans l'inconscient. Yes. Tu fais régulièrement attention comme ça aux dates, au pouvoir des dates ou en tout cas aux corrélations qu'il y a entre la fête des pères, là, comme tu dis, et cette date de renouveau, si je puis dire. Ouais, je suis pas trop pour le hasard. Il y a pas de hasard dans la vie. On rencontre des gens, c'est pas du hasard. Je suis plutôt à me dire que les échanges se font parce qu'il y a des liens qui arrivent, qui se créent, et qu'il y a toujours des bonnes étoiles. Pour moi, je marche un peu comme ça. Il y a toujours des bonnes étoiles qui nous envoient des bonnes ondes. Pour moi, j'ai tendance à penser que les gens ne meurent pas et puis on n'est plus rien. De toute façon, on vit à travers les autres personnes. Moi, mes parents sont décédés, mais ils sont pas décédés puisqu'ils sont à l'intérieur de moi. Donc, on existe toujours. Donc la mémoire, en effet, est encore bien ancrée en toi. Ils sont toujours là. Quand je cours, parfois ça m'arrive quand je suis dans le dur, de me dire allez, bon là j'ai besoin d'aide, quoi, hein, il va falloir m'aider, je suis dans le dur, aidez-moi, j'implore mes dieux qui sont là-haut de me donner un coup de pouce, et forcément mentalement ça aide, et ça me transcende, ça me permet d'avoir cette résilience, et en mémoire d'eux, je peux pas faire autrement que de me dépasser. Yes. Et du coup, dans ces moments-là, et j'aimerais bien après comprendre un peu le cheminement et pourquoi en fait faire des longues distances comme celle-ci, et puis après faire un focus sur le marathon des sables, où justement j'avais mis comme objectif, mais la Covid est passée par là, et du coup bon, c'est reporté que pour un certain temps. Mais du coup, quand tu es dans ce down ou dans ces moments assez durs de cette course, voilà, tu as ce côté presque spirituel où tu vas demander quelque chose, voilà, une énergie supérieure de t'aider, de t'accompagner. Est-ce que tu as je sais pas, des petites choses que tu pourrais donner à nos auditeurs qui, toi, t'aident en plus de ce côté un peu spirituel, ou tu as peut-être, je sais pas, alors la musique est peut-être interdite en course officielle, mais comment toi tu fais pour passer ces caps? Alors, si on parle du marathon des sables, la musique n'est pas interdite. On peut mettre ses écouteurs. Si on parle de compétition internationale, les 100 km sur un championnat, effectivement, c'est interdit. Mais quoi qu'il en soit, dans le désert, le silence du désert, c'est un bruit à lui tout seul, tellement ça résonne, tellement c'est joli, tellement on sent ce souffle sur le sable.
on ressent les rayons du soleil. Il y a le silence, mais il y a aussi toutes les sensations que l'on peut sentir sur un visage, sur les émotions à regarder un paysage. Donc effectivement, on se sent pas seul. J'aime ces moments de solitude, alors que je suis pas forcément une solitaire, mais j'ai besoin, et ça se voit aussi dans mon parcours de vie, j'ai besoin aussi d'avoir des moments où je me retrouve seule, où je vais être tranquille chez moi, avec j'ai la chance d'habiter la campagne, d'avoir des ânes, des chiens, des chats. J'ai ces moments de solitude bien à moi qui font que il y a un vrai retour sur j'aime apprécier les choses, voilà. Donc je pense que je fonctionne aussi comme ça. Je fonctionne avec des longues pensées, avec pas une sorte de méditation, mais plutôt à analyser les choses. J'observe souvent les personnes. Je me dis tiens, peut-être que ça fonctionne comme ça. Même des personnes ou autre chose. J'ai tendance à vouloir à chaque fois comprendre le pourquoi du comment, essayer de pousser. Et du coup, ça me fait réfléchir. Et puis, je traverse le temps comme ça et je traverse le chrono, je traverse le désert, je traverse à réfléchir. Il y a toujours un truc qui se passe dans ma tête à penser à plein de choses. Je pense beaucoup à mes enfants, ça c'est clair. Ils me font avancer énormément. Lilian a 25 ans, Ambre a 21 ans. Maintenant, voilà, c'est mon fils est hémophile en plus, et donc on a traversé aussi cette difficulté de la maladie à combattre aussi l'hémophilie qu'il va garder toute sa vie, et lui aussi il est très fort à accepter tout ça, et je me dis que voilà, c'est quand même la maman qui transmet. Moi je suis conductrice de l'hémophilie, donc j'ai aussi ce gène. D'accord. Tu peux nous faire un petit focus peut-être sur l'hémophilie pour celles et ceux qui ne connaissent pas? L'hémophilie, c'est un problème sur le chromosome X, et en fait on transmet, c'est la maman qui transmet le X pas bon à son fils, et l'hémophilie en fait c'est une maladie du sang, de la coagulation sur le facteur 8. Donc il n'y a pas de coagulation, ce qui entraîne des hémorragies, des bleus, voilà, c'est tout ça. Et donc pour pallier à ça, il faut injecter le facteur coagulant, et ça, mon fils est en ce qu'on appelle la prophylaxie, 2 fois dans la semaine à se faire des injections de coagulants par intraveineuse. Donc c'est quand même assez lourd, et je trouve que il le vit alors à son quotidien, et il est très épanoui puisqu'il a été champion de France d'aviron universitaire. Donc il a une vraie lui aussi résilience, et ma fille à vivre aussi dans ce contexte. C'est pas évident quand on arrive et qu'on est une petite fille dans un contexte où il y a son frère qui est hémophile. Elle a vécu aussi ça, et ça je l'oublie pas, et elle s'est construite aussi à travers ça, à apprendre également son caractère et son envol. Et j'ai 2 enfants qui, je trouve, qui sont juste généreux dans leurs émotions aussi, et on vit très bien. Il y a un vrai partage entre mes enfants et moi. D'accord, donc il y a vraiment en effet du lien, une osmose, ouais. Mais en tout cas, c'est chouette d'entendre ça, et de voir que voilà, la famille, mine de rien, c'est sacré, hein, c'est hyper, c'est les piliers de vie. Et ça fait partie de ces 4 piliers de ma vie qui sont très importants. Je vis avec ces 4 piliers qui sont effectivement la famille. C'est le premier pilier.
Le deuxième pilier, c'est le travail, puisque c'est ce qui nourrit quand même la famille. Faut pas oublier. Bien sûr. Il y a un job. Donc là, ce pilier est important aussi pour moi en étant la directrice d'une société. Voilà. Et puis, il y a le pilier du sport qui fait que c'est aussi la dépense physique au milieu de tout ça. Et le quatrième pilier, c'est l'émotionnel. Parce que ce quatrième pilier, il tient cet émotionnel, en fait, on le retrouve effectivement dans sa famille, dans son travail et dans le sport. Donc, c'est le ciment des trois autres. Et comment t'es arrivé à définir ces 4 piliers très vite, en fait, tu t'es dit, en fait, ces piliers-là, ce sont les piliers sur lesquels je dois déjà passer du temps, mettre de l'énergie. En effet, je pense à la famille, à la construire, au sport également, au travail, bien sûr. Et puis, la partie émotionnelle, j'ai presque l'impression que c'est un peu une sorte de fil rouge à travers tout ça, qui permet de... tel un peu, moi j'aime bien le kitesurf où on a une voile avec des lignes, et c'est vrai que quand on tire trop fort, on va se faire projeter. Si on lâche trop, en fait la voile tombe, et du coup c'est essayer de... Voilà, les émotions c'est un peu ça, je trouve. Il faut essayer de trouver le bon juste milieu. C'est clair, on est un peu funambule sur la ligne de l'émotion, l'émotionnel, à se dire, parce que l'émotion, qu'elle soit, elle a deux rôles. Il y a des émotions qui sont très fortes en joie et des émotions qui sont très fortes en difficulté, à remonter. C'est ce qui nous construit. Pour moi, la vie, quand j'ai perdu mon papa à 20 ans, je me suis dit que ça allait pas être tout rose, comme la vie. Et qu'il fallait quand même avancer, qu'il fallait quand même continuer à monter ces marches, mais on n'a jamais dit que les marches allaient être régulières, et on n'a jamais dit que ça allait être un escalator. Donc, ces marches-là, il y a des marches qui sont plus grandes à passer, à sauter, et des marches plus faciles. Je vais dire, c'est la muraille de Chine, quoi. Elle est longue, elle date, et à partir du moment où on se dit que la vie, il va y avoir des grandes marches, des petites marches, et puis peut-être qu'il va falloir redescendre pour remonter après. Voilà, c'est ça l'émotionnel. C'est de se dire, on accepte d'avoir des phases difficiles, et de se dire que c'est pas grave, c'est comme une défaite dans le sport. À partir du moment, on tire toujours de l'enseignement de ces défaites, et ça, tout le monde le sait. Il faut savoir se dire, bon là, effectivement, ça n'a pas marché, mais si on reste juste, ça n'a pas marché, je laisse tomber, non. Il faut être, ça n'a pas marché. Pourquoi? Toujours la même question que je vous disais tout à l'heure, c'est pourquoi ça n'a pas marché? La réflexion, essayer d'analyser et de se dire, effectivement, ça n'a pas fonctionné, c'est de ma faute. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ah, ça, je déteste cette phrase-là. C'est de se dire et accepter que l'on fait des erreurs. L'erreur est humaine. Et heureusement, c'est ce qui nous différencie de toutes ces machines qui ne font pas d'erreur. Alors moi, je me dis, voilà. Ce que je dis à mes salariés, bien souvent, bon voilà, l'erreur, ça permet de recommencer en mieux. Ouais, mais totalement. C'est un sujet. On accompagne une grosse boîte de BTP française qui est aussi internationale du coup, et qui en fait, on fait des focus avec le top management et le management sur les facteurs humains et organisationnels, principalement humains. Et c'est vrai que on parle d'erreur. En fait, c'est vrai que l'erreur est humaine. A priori, on en ferait 30 en moyenne par jour. Donc voilà, ça mesure un peu le nombre. En tout cas, bon voilà, il y a un certain nombre qui est posé d'après certains chercheurs. Et puis il y a une différenciation à faire avec la transgression. C'est vrai que il y a le conscient et l'inconscient. L'erreur est humaine en effet, et on le fait pas forcément on le fait surtout pas de manière consciente, parce qu'on est en mouvement et on a envie de bien faire très généralement. Et puis il y a une autre partie où on est en transgression, on a aussi envie de bien faire dans la plupart des cas, mais on sait que là c'est la ligne à pas dépasser, et pourtant on la dépasse. Et donc voilà, il y a une distinction en effet à faire. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la prise de risque aussi, mais la prise de risque, elle est importante,
parce que si on risque pas dans la vie, on se dit on va pas évoluer et c'est aussi dommage. Et cette prise de risque, ben moi je préfère être avec des personnes qui prennent des risques et qui vont effectivement pas forcément réussir, mais il y a la prise de risque et la réussite et ça c'est important, c'est d'autant plus beau. Quand on crée une société, on prend des risques et on se dit je fais quoi, j'y vais pas. Mais à la limite, quand j'ai rencontré mon mari Fabrice, c'est marrant, il m'avait dit une phrase que j'ai toujours retenue, on saute pas un précipice en 2 fois, sinon on tombe au milieu. Voilà. Et ben c'est ça la prise de risque. Et il y a des personnes qui vont se dire oui, je vais me lancer, mais il faut que je réfléchisse. Et les personnes qui décident de prendre une course d'élan. Je veux bien croire, mais la course d'élan, faut pas qu'elle fasse 2 kilomètres, parce que quand on arrive au bord du précipice, on est fatigué, on tombe dedans. Ok, on saute pas. Donc à un moment, cette prise de risque, il faut y aller. Moi, j'aime assez les gens qui sont assez pertinents, punchés, et se disent allez, j'y vais, et puis si je tombe, au pire, je me ramasserai. Qu'est-ce qui est pire pour un humain? La mort, mais sinon, je veux dire que la vie continue, hein. Elle continue. On se relève. Il y a un proverbe japonais, quand je suis allée faire les championnats du monde au Japon, j'ai retenu ce proverbe japonais qui disait « Tomber 7 fois, relever 8 fois ». Donc je me dis, je suis peut-être pas encore tombée 7 fois, mais je suis peut-être tombée 3 fois, je me suis relevée 4 fois. Exactement, et c'est ça en fait la vie. Alors la vie d'un sportif de haut niveau encore plus que d'autres personnes, je pense, au même titre que des super entrepreneurs ou un entrepreneur. On le voit, moi je suis un grand fan de toutes les biographies, alors que ce soit sportive ou que ça soit entrepreneurial. C'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille. Pour ma part, je suis entrepreneur depuis 2017 et c'est vrai que entre ce qu'on avait prévu, les objectifs qu'on s'était fixés et puis la réalité, des fois on est au-dessus, des fois on est en dessous, et puis il y a des aléas qui nous arrivent en permanence et donc il faut s'adapter, rebondir et jamais lâcher. Et on s'ennuierait si c'était autrement. On s'ennuierait. Voilà. Comment aimer la joie si on connaît pas la tristesse? Voilà. C'est la joie est belle parce que la tristesse existe. Sinon, on ne connaîtrait pas la joie. Ouais, en effet, donc on part sur la partie émotionnelle encore une fois de plus. Et comment toi tu arrives à gérer, par exemple, voilà, t'as un gros coup dur émotionnellement à gérer. Comment toi tu fais? Est-ce que toi t'as des techniques, on va dire, de relaxation ou t'as des techniques ou des questions que tu te poses qui te permettent toi de te recentrer et de te dire ok, de toute façon je suis là, ça va passer, c'est juste qu'un temps. Il y a du positif, quoi qu'il arrive derrière ça. Comment tu fonctionnes? Alors, si c'est physique, si c'est quelque chose de physique et que, par exemple, on va parler en course à pied d'un mollet, d'un tendon qui fait mal, vraiment physiquement, alors c'est très simple, j'ai plutôt une méthode de déplacer cette douleur. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé sur un championnat où voilà, une douleur au mollet montait et ce qui m'handicapait dans la façon de courir et de me poser plein de questions en me disant je vais devoir m'arrêter, ça va être compliqué, je sentais que ça montait. Alors à ce moment-là, on fait un peu de diversion, comme une sorte de sophrologie. Et ça m'est arrivé, vous n'ayez pas de jugement là-dessus, mais ça m'est arrivé une fois de retirer une épingle de mon dossard, de me piquer le bras. Ah, ça fait mal, mais ça fait tellement mal qu'on pense plus à la douleur du bras, on en oublie la douleur de mollet. Et le bras à ce moment-là, il m'aidait pas beaucoup à courir, ce qui m'a permis de déplacer cette douleur, comme quoi l'humain et le cerveau et plein de choses, on peut travailler tout ça, ça se travaille. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Après, ça m'a servi aussi à sentir une hypoglycémie qui monte. Très vite, on sent que ça va pas très bien.
Et on sait très bien que si on se pince et que on sent pas cette douleur, si on pince le haut d'une cuisse et que on sent pas le pincement, on se dit je commence à avoir une hypoglycémie qui arrive et on peut pallier tout ça. Et je pense qu'avant toute chose, il faut se connaître parfaitement mentalement, c'est sûr, mais parfaitement physiquement. Et être vraiment de corps et d'esprit, que ce soit un ensemble. Ça fonctionne pas à moitié des deux côtés. Il faut vraiment être en phase complet quand on fait de la compétition et comprendre comment le corps humain fonctionne. J'aime comprendre quand je prends un gel pour donner de l'énergie, pour comment il va passer, ce qui va m'apporter, par où, qu'est-ce qui va être transmis. Ça, c'est important aussi parce que voilà, j'ai ma tête qui a envie de courir et mon corps qui va me transporter. En fait, voilà. Ouais. Et c'est assez passionnant, rien que sur ces sujets-là. Je pense que je pourrais te poser 1 milliard de questions. Comment toi tu as appris à mieux connaître ton corps, et mieux la partie, on va dire, plutôt psychologique, mentale? Comment tu as réussi? C'est parce que tu as vieilli et donc du coup tu as eu de l'expérience qui a fait que tu as appris, tu as en effet eu des hauts et des bas qui ont fait que voilà, tu es qui tu es et que tu sais qui tu es. Ou est-ce qu'il y a des hacks qui t'ont permis de vraiment progresser à certains moments? Ouais, la sagesse, Quentin. Ouais. Quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on prend de la sagesse. C'est vrai. D'accord. Mais je pense que je dois en prendre encore un peu. Mais je veux pas trop Bien en sûr. prendre non plus. Donc c'est un parcours de vie. À 20 ans, je n'avais pas ce caractère, ce qui me donne la tolérance par rapport à ma fille qui a un caractère punchy. Et je me dis, j'étais comme elle avant. Donc, et c'est sûr que on prend de la sagesse et mais les émotions se font aussi sur son parcours de vie. Avec encore une fois, quand on est marqué, on réfléchit à tout ça, on se dit est-ce qu'on bataille sur un sujet ou pas? Est-ce qu'on a ce lâcher prise un peu parfois qui fait que effectivement on est un peu plus partagé, on analyse un petit peu plus, mais c'est sûr, c'est par des blessures, par des choses qui nous ont marqués, par des naissances, la naissance des enfants, mais aussi quand on devient une maman, on change aussi, donc. Et mais à travers aussi les gens qu'on rencontre, on rencontre pas les personnes par hasard, les voyages, voilà, je pense effectivement que en vieillissant, on prend cette forme de sagesse et après soit on avance, soit on lutte, mais en tout cas ce qui va faire de nous ce qu'on est, ce que je suis aujourd'hui. Je regrette rien, j'ai aucun regret dans ma vie. J'adore ma vie. Je me dis que j'ai vécu plein de choses et j'ai fait plein de choses et tout ce que j'ai, même des choses qui ont été dures, c'est pas grave, ce sont mes blessures et mes constructions. J'aime ma vie et je respecte les personnes qui ont pu être peut-être dures avec moi, mais qui m'ont fait avancer aussi. Et je suis pas du tout rancunière, mais alors vraiment pas. De toute façon, la rancœur, ça sert à rien. Ça empêche d'avancer, la rancœur. Donc c'est idiot pour les gens qui sont rancuniers. Oubliez tout ça. Si j'ai un conseil à vous donner, mon Dieu, oubliez la rancœur, ça sert à rien. Ouais. C'est le plus gros défaut. C'est le plus gros défaut pour nous.
Yes. Ouais, je partage hein, sur tout ce que tu dis et en effet, je suis pour et des fois c'est pas évident parce que en effet il y a cette prise de risque de se dire ok potentiellement je vais avoir un échec, mais bon au final un échec c'est quoi? C'est tout simplement la voie de l'apprentissage, la voie pour progresser et passer à un niveau supérieur parce qu'on va rebondir et on va apprendre de nouvelles choses au passage. Et on n'a peut-être pas pris le bon chemin. C'est Mm. aussi ça aussi. Il y a certes, on rebondit, mais parfois, ça nous permet de revenir 3 pas en arrière et de se dire, un peu comme dans un labyrinthe, c'est ça la vie en fait, c'est un labyrinthe la vie. Et de se dire, on essaye une voie, et puis si c'est pas celle-là, ça veut pas dire non plus que ça se termine. On a le droit de faire demi-tour, hein. C'est pas interdit. Donc on fait demi-tour et on reprend une autre voie qui va nous conduire à se à gagner, on va dire, à gagner. Pas à sortir du labyrinthe, parce que si on sort du labyrinthe, voilà, mais à gagner d'autres voies. Voilà. Yes. J'aime bien le mot gagner, tu le dis avec le sourire et une certaine énergie, on sent la sportive compétitrice en toi. Il faut gagner une nouvelle voie. Aujourd'hui encore. Et ouais, et puis tu as un super marathon des sables à parcourir d'ici quelques temps. Bon, génial. Tu as parlé de voyage. Il y a un voyage qui t'a vraiment marqué particulièrement ou peut-être plusieurs? Ouais, j'ai les championnats du monde de 100 km au Japon. C'est quand même beau le Japon. C'est un pays avec une certaine sérénité. On était logés dans des endroits magnifiques. Je me souviens de l'arrivée au Japon. Quand je suis arrivée, j'échoue de très peu, mais en fait, j'ai une blessure à ce moment-là. J'ai un souci sur une phalange et j'ai un souci au niveau du pied et je cours quand même le championnat du monde et j'ai une super podo qui avait cravaté deux de mes orteils pour que je puisse courir. Je fais 4e. Je suis vraiment super contente. Bon, j'ai les pieds un peu en sang, j'avoue, à l'arrivée. Mais ce peuple japonais qui est sur le côté et qui attend l'arrivée des coureurs sur 100 km, parce qu'au Japon, 100 km, c'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi pour eux, parce qu'ils aiment les grands événements comme ça. Ils sont très respectueux de l'investissement de soi. Et à l'arrivée, j'ai pas forcément ils ne clament pas des applaudissements. Les gens s'inclinent sur mon arrivée et ça me fait une sorte de hola, quoi, on va dire. Ouais. Mais les gens s'inclinent et voilà. Et ça, je fais 200 mètres en pleurant, quoi. Pour moi, c'est... tu me donnes des frissons. Ouais, c'est 200 mètres. Et alors, le truc de dingue, mais complètement dingue, c'est que je vais me faire soigner après cette arrivée. Nous, on a un titre avec les filles de vice-championne du monde. On est super contente d'avoir fait ce résultat. Et il se passe 13 heures de course. Et là, d'un seul coup, j'entends une sirène, une cloche retentir, voilà, et les gens se précipitaient sur l'arrivée. Et c'était sur les 100 km du lac Saroma, sur l'île d'Hokkaido. Et là, il y a une barrière qui se baisse à l'arrivée. Et c'est cette barrière qui veut dire que c'est les no finishers. Donc ça se baisse. Et là, je vois des personnes arriver, des Japonais arriver, des personnes, et juste ne pas râler, hein. Ils s'inclinent devant parce qu'ils sont pas finishers et ils viennent juste d'arriver et ils pourront pas franchir cette ligne d'arrivée. Je trouve ça dingue. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai interviewé il y a plusieurs mois Francis Scholl, qui est un franco-américain qui accompagne aujourd'hui les plus grands boards et certaines grandes personnalités en fait du monde entier en mode collectif toujours et à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors c'est pour faire du business, mais
du business autrement, et notamment par la connaissance de soi et des autres. Et en fait, il explique, il y a un jeu qui s'appelle ABC. Et donc, en gros, il y a, admettons, un board de 10 personnes. Ils se mettent dans une salle, même en visioconférence, c'est possible. Et le but, en fait, c'est de commencer à la lettre A et d'aller jusqu'à la lettre Z. Sauf qu'entre-temps, il y a une petite règle, c'est que quand deux personnes donnent la même lettre au même moment, et ben en fait, on repart à zéro. Et sachant que, en fait, moi, je dis A, par exemple, toi, tu dis B, mais je peux pas dire AB, par exemple. Donc, c'est A, B, et ainsi de suite, et jusqu'à Z. Et étant donné qu'on est plus que deux, et bien en fait, très souvent, sauf les Japonais, c'est pour ça que je dis ça, sauf les Japonais, et ben ça met 3-4 fois pour dire ok, on arrête, on n'arrive pas à aller au-delà de O ou de P. Et donc en fait, tu leur expliques tout simplement, ben, maintenant vous allez inspirer et expirer avant de réfléchir à la lettre que vous allez donner et au moment que vous allez donner. Et en fait, le fait d'inspirer et d'expirer, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus instinctif. Et donc, naturellement, on va se positionner, on va sortir cette lettre A, B, C, D. Et en fait, généralement, dès lors qu'il nous dit de respirer et d'inspirer, on va directement à Z. Et en fait, je me souviens de cette explication parce que il me dit, en fait, il n'y a qu'un seul pays, il n'y a qu'un seul board que j'ai accompagné qui est 100% japonais, qui a réussi en fait du premier coup, parce que eux s'écoutent et ils sont vraiment dans un état complètement différent des autres que j'ai pu accompagner. Ouais, ça fait sens. Ça m'étonne pas parce que à partir de ces voyages-là, on voit, moi, quand je suis revenue du Japon, j'étais très marquée et j'avais, déjà, j'ai eu le blues de revenir de ce, parce que ça aussi, ça existe quand même, les sportifs, on a quand même le blues derrière. Il faut pas oublier que quand on passe de telles émotions, c'est les montagnes russes, hein. C'est vraiment les montagnes russes. Mais on adore ça puisque c'est l'adrénaline. Et c'est ce qu'on recherche quand même. Donc, cette adrénaline, elle passe aussi par ces émotions de se dire, on se retrouve dans une sorte de famille, parce que c'est notre famille, c'est notre pilier sport, donc c'est notre famille sport. Et d'un seul coup, c'est terminé, on doit retourner dans un autre pilier qui est notre pilier famille et notre pilier travail. Sauf que le lien entre les deux, les personnes n'étant plus là, les personnes, voilà, on peut plus continuer à échanger. Donc c'est pour ça que l'émotionnel est important et on revient à nos piliers. C'est le point commun, c'est l'émotionnel de tous ces piliers-là. Mais je vois, moi j'ai entraîné des personnes à préparer le marathon des sables. Je leur disais toujours, attention, il va y avoir un après-marathon des sables et ça va être compliqué pour vous parce que tout ce que vous avez vécu au marathon des sables, même si vous le racontez, les personnes ne comprendront jamais ce que vous avez vécu au marathon des sables parce que c'est enfui au fond de vous et toute votre émotion, vous n'arriverez pas à autant partager que ce que vous avez vécu. Alors, prenez les numéros des personnes avec qui vous avez partagé ces numéros-là, avec qui vous avez partagé, ces émotions, et au final, essayez de garder ce lien avec les personnes parce que ça va vous protéger aussi de votre retour, parce que sinon, ça va être très, très difficile. Il faut le temps d'atterrir, quoi. Il faut le temps d'atterrir. Ouais. Mais sans transition aucune, le marathon des sables, tu veux bien nous en dire un peu plus? Alors, il y a le half marathon, mais là, on va plutôt parler de ce que toi, tu as fait. Donc, le marathon des sables, c'est, je crois, 250 km, plus ou moins, à chaque édition. C'est en plein désert marocain. C'est sur 10 jours, 15 jours. Alors, le marathon des sables se passe en, on va dire, 6 jours de compétition. Donc, on part une semaine. On arrive, on est vraiment au cœur du désert. C'est 250 km environ à plusieurs étapes. Donc, on a les 3 premiers jours, on court entre 35 et 38 km. Le 4e jour, c'est l'épreuve longue, c'est 80-90 km. On ne sait jamais parce que le roadbook, on nous le donne la veille du départ. Donc, on connaît pas là où on va aller, on connaît pas c'est l'inconnu. On sait juste à peu près, les distances sont à peu près équivalentes à ce que je vous donne. Et le dernier jour, c'est le marathon. Donc, on a le 80 km et le marathon juste après. Et ensuite, il y a une épreuve charity qui fait qu'on se retrouve tous ensemble et dans la communauté de pouvoir partager aussi pour des bonnes causes.
Et ce marathon est en autosuffisance. Donc, on porte son sac avec sa nourriture pour les 6 jours, hormis l'eau, puisque l'eau est distribuée, et encore, elle est distribuée mais rationnée. Hormis l'eau, on doit être complètement en autosuffisance, c'est-à-dire son sac de couchage, ses vêtements pour se changer, la nourriture sur le camp, mais aussi quand on arrive, mais aussi la nourriture de course, donc les ravitaillements. On doit tout prendre, son matériel obligatoire qui est prévu pour ça, et ce sac ça oscille entre 6 et 8 kilos. D'accord, donc 6 à 8 kilos à se porter voilà, tous les jours. 6 à 8 kilos. Quand on arrive sur le bivouac, on nous donne, à chaque checkpoint, tous les 10 kilomètres, on a 1,5 litre d'eau environ pour traverser. Et ensuite, on a arrivé sur le marathon, sur le bivouac, pardon, on a 4 bouteilles de 1,5 litre. Et avec ça, on doit se laver. On doit également se réhydrater. On doit préparer ses repas. Pour préparer ses repas, il faut les chauffer forcément. Donc, on va chercher des brindilles dans le désert. On allume un petit feu. On fait chauffer sa popote. On est complètement... c'est un vrai condensé de vie. Hein. On est dans une tente avec 8 personnes que, au fil du temps, on va apprendre parce que ça va faire les personnalités vont fleurir. On nivelle les niveaux, qu'on soit chef d'entreprise ou que l'on soit ouvrier ou autre, peu importe. On est tous en tenue de sport. Faire la course, donc c'est tout le monde au même niveau et les uns ont besoin des autres et c'est une vraie cohésion, condensée, cohésion. Voilà, ça nivelle tout et ça permet de remettre les priorités. Voilà, c'est ce que j'aime dans le marathon du sable, être aussi au milieu de ces berbères qui vont venir tous les matins nous lever et nous sortir de nos tentes parce qu'il faut reprendre le départ et c'est rigolo, c'est bien quoi. Ouais. Et ces départs à quelle heure? C'est tous les jours à la même heure? Tous les jours ou comment ça se aux passe? alentours, 8h. Et on court sous des températures qui montent jusqu'à 40-45 degrés. Yes. Donc, en effet, le litre et demi tous les 10 km j'ai souffert en 2013 d'une déshydratation. J'étais en tête. J'avais une heure et demie d'avance au classement général. Et je me suis pas bien réhydratée. Les docs qui sont toujours, parce qu'il y a un vrai suivi médical autour. C'est une grosse organisation. Cette grosse organisation, il y a des bénévoles, vraiment, il y a du staff vraiment important. Et donc, les médecins me disent que ça va être compliqué, que je suis déshydratée. J'arrive sur le bivouac, sur le checkpoint, j'ai froid. Donc, il fait quand même 40 degrés et moi, j'ai froid. Je pense que je suis la seule à avoir froid. Pas bon signe, je le sais. Ouais. Donc ça, on connaît son corps, on se dit, là, c'est pas bon. Je le signale quand même, mais j'ai pas soif parce que quand on est déshydraté, bizarrement, on n'a plus soif. Le corps se met un peu dans une sorte de refus de tout. Et on est obligé de me faire une perf. On perfuse 3 litres d'eau. Mais ces 3 litres d'eau font que je dois abandonner parce que je peux pas repartir tellement je suis allée à l'épuisement. C'est ça aussi la course à pied. Ouais. C'est d'accepter. Ouais, et comment, donc du coup, là, force est de constater que ton corps ne pouvait plus aller plus loin, obligé d'accepter. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu as réussi à rebondir juste après ça? Déshydratée, j'ai même l'impression que j'avais plus de larmes et pourtant il y avait toute la tristesse à l'intérieur de moi. C'est difficile. Je l'ai très mal vécu sur le moment. Je me disais toujours c'est juste un grain de sable dans le désert qui a fait que je me suis mal hydratée, c'est de ta faute. Et je veux dire, tu es la seule responsable de cet état. Et
ouais, c'était dur parce qu'à ce moment-là, on pense à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui sont restées en France et qui nous accompagnent au quotidien. Et je me dis que c'est dur parce que je cours pas que pour moi. Enfin, je cours pas et même je cours pas pour moi. Toute ma vie, je cours pas. Je me dis même des fois, je cours pas pour me faire plaisir. C'est pour ça que j'aime pas trop l'entraînement de reste. J'aime la compétition et pour le résultat et apporter un résultat à quelqu'un, que ce soit un entraîneur, que ce soit sa famille, que ce soit voilà. C'est assez étrange, mais quand les personnes me disent bon allez et prends du plaisir dans ta course, oui je vais prendre du plaisir, mais le plaisir c'est de penser aux autres et c'est pas forcément du plaisir pour moi-même, c'est le plaisir encore une fois d'apporter, transmettre, de réussir pour les gens que j'aime. Yes. Donc là la défaite forcément c'est un petit peu plus dur. Mais je me dis que voilà, que les gens m'aiment aussi à travers mes défaites. Et exactement, hein, ça fait partie des hauts et des bas, et c'est pour ça que la victoire qui arrive derrière est toujours plus émotionnellement intense, et c'est ce pourquoi aussi tu vis tout ça. Ouais. Exactement. Comment on se prépare à un marathon des sables? Alors, c'est vrai que toi, on va dire, t'es déjà sportif, donc déjà t'es on va dire, dans une cadence, si je puis dire, quoique, tu vises vraiment le podium et même de gagner les marathons. C'est vrai il y a deux, j'imagine qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent en fait finir, qui veulent être des finishers, et puis il y a ceux qui veulent gagner comme toi. Quelle est la différence? Alors, deux questions. Quelle est la différence pour toi quand tu fais 250 km en termes de préparation physique, mentale, et puis après le volet peut-être un peu plus qui me correspondrait, qui est que moi si je fais le marathon des sables, c'est pour le terminer et vivre une expérience derrière, mais par contre il faut quand même un minimum d'entraînement. Et je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast et qui seraient intéressés par le marathon des sables sont plutôt des finishers que des personnes qui veulent vraiment terminer numéro 1. Alors c'est vrai qu'il y a deux courses dans le marathon des sables. Il y a la course je vais dire des premiers, des compétiteurs et ceux qui visent un podium et donc qui veulent rentrer dans les 100 premiers, je vais dire voilà. Ouais. Au marathon des sables, il y a à peu près 1000 concurrents. Ouais. Donc vous comprenez bien que les 1000 Sacrée concurrents, organisation. voilà, tu vois bien, c'est une grosse organisation et effectivement les premiers vont s'entraîner, ce sont les Marocains qui gagnent tout le temps ces épreuves, qui connaissent bien leur milieu, qui connaissent très bien le désert et qui ont l'habitude de courir sous ces chaleurs et dans cet endroit. Pour s'entraîner au mieux, c'est comme une course de grand fond, comme un trail, comme voilà, il y a effectivement, on peut courir pratiquement partout. Il y a des djebels à monter. Les djebels sont des barres rocheuses, des montagnes qu'il y a dans le désert. Effectivement, on est sur de l'entraînement trail. Je vais dire, on est sur de l'entraînement trail de haut niveau, mélangé à quand même une certaine VMA, parce que quand on va être sur du lac asséché, effectivement, là, ça court quand même avec aisance. Il faut pas oublier non plus que on porte le sac, et c'est là où c'est toute la difficulté. Et surtout pour les athlètes qui sont habitués à avoir des corps légers, d'un seul coup prendre 6 kilos, et le corps qui va courir avec 6 kilos de plus ou moins réhydraté au fur et à mesure des jours. On a 2000 calories jour à consommer, on en dépense 6000. Voilà, bon, c'est cette idée qui fait que on sait qu'on va, certes on va maigrir. Moi, quand je reviens d'un marathon de ça, en général j'ai 34 kilos de moins, c'est sûr, mais voilà, on va pas préparer pareil. Pour donc les athlètes de très bon niveau vont continuer à s'entraîner comme ils vont faire, comme ils ont l'habitude de faire, préparer un trail. Sauf que au début, quand on court avec le sac, on va pas s'entraîner avec un sac qui fait 6 kilos, parce que
sinon on risque de se blesser, on va être trop chargé et au risque, vous imaginez un athlète qui d'un seul coup va courir avec 6 kilos de plus, voilà, ses articulations et musculaires et tendineux va supporter et va subir au final. Donc il vaut mieux s'entraîner avec 2-3 kilos, et puis quand on est à la maison, et que l'on marche chez soi, là à ce moment-là, on va peut-être mettre les 6 kilos sur le dos pour s'habituer au frottement et autres. Donc voilà ce que je conseille. Maintenant, pour les personnes novices qui ne connaissent pas du tout, pour avoir conseillé des débutants, eh bien oui, on va partir sur un peu un entraînement. Moi, je conseille d'avoir déjà au moins couru un minimum un marathon avant de faire le marathon des sables, voire ça c'est le minimum, parce qu'il y aura l'épreuve de 80 km qui va devoir passer, et cette épreuve de 80 km, ça peut être course-marche, voilà, alterné, parce que le marathon des sables c'est ça aussi. C'est ouvert quand même à beaucoup de personnes parce que les barrières horaires sont très larges. Okay. C'est quand même bien aussi. Et effectivement, un minimum de 80-90 km semaine, c'est bien. 80 km semaine. Ouais. Ouais, ben en effet, ça va. J'ai déjà fait un marathon, notamment le marathon de Millau, dans les 100 km de Millau. Ah oui. L'année précédente ton sacre, si je puis dire. Et d'ailleurs, donc là, ça me permet de switcher sur le marathon le 100 km de Millau. 100 km de Millau, donc ça, c'était ta dernière grande victoire, c'est ça? Oui. Donc avec toute une symbolique derrière. Là, pour le coup, les dates, il y avait une constellation de dates, on va dire. Ouais. Okay. Et tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette constellation de dates pour qu'on se rende compte, en tout cas, la lignée ou d'étoiles. Ouais. Alors, en fait, j'avais décidé de faire Millau pour me dire que j'avais jamais fait Millau. C'était la première fois. Et je m'étais toujours dit que s'il y avait un 100 km sur lequel je voulais terminer un jour, ça serait Millau. Parce que en France, c'est quand même un peu le Graal du 100 km, c'est Millau. Ça fait 50 ans qu'elle existe, cette compétition Millau. Donc voilà, pour moi, c'était de faire Millau un jour et sans doute en fin de carrière. Ouais. Donc voilà, après les championnats du monde de Croatie, j'avais décidé d'arrêter l'équipe de France, même si j'avais fait deuxième française et que j'aurais pu encore prétendre à avoir des sélections. Mon choix était de me dire, maintenant, je me consacre peut-être plus à aider les personnes plus qu'à continuer à porter ce maillot de l'équipe de France et peut-être rentrer dans le staff, et c'est ce que m'a proposé la Fédération française d'athlétisme. Mais donc du coup, Millau, pour moi, ça représentait plein de choses. Donc le dernier 100 km, mon fils venait m'aider à faire ce dernier 100 km. C'était j'ai 1 an de mariage. Je m'étais mariée 1 an auparavant et c'était l'anniversaire de ma fille. Wow. Donc il y avait plein de choses en fait. Voilà, c'était plein de dates qui faisaient que je pouvais pas faire autrement que d'être au départ dans un premier temps et de donner le meilleur de moi-même. Donc je suis partie, j'étais peut-être 40e ou 50e avec une certaine sagesse, comme j'ai l'habitude de faire. Et quand j'avais battu le record de France de 100 km et même les 100 km avant, je le faisais en negative split. Pour expliquer le negative split, c'est la première partie de course plus lente que la deuxième partie. Voilà, c'est ça un negative split. Donc les 50 premiers kilomètres, t'es plutôt en mode plus tranquille et puis hop, tu accélères. Ouais. T'es en accélération crescendo ou tu restes après sur un même pilier ou je suis en accélération. Je suis en accélération. Okay. C'est ce qui s'est passé lors du championnat le championnat du monde quand j'avais battu le record.
C'est ce qui s'est passé sur une victoire à l'Écotrail aussi. Je fais souvent, moi je remonte, j'adore remonter, mais aussi c'est ce qui fait, j'ai ce côté patient de me dire, voilà, la course, elle va être longue et je pars jamais trop vite. Donc je sais que je suis connue pour ça. Et donc aux 100 km de Millau, c'est ce qui s'est passé. Je suis partie peut-être 40, je finis 10e au classement scratch chez les hommes et je gagne chez les femmes et je me fais vraiment plaisir quoi, parce que c'était juste énorme quoi, de gagner Millau à 50 ans, c'est bien. Ouais, généralement c'est plus jeune, c'est ça. Comment les personnes qui gagnent Millau, généralement elles sont plus jeunes, c'est ça ouais, sans doute, ouais. mais okay. mais peut-être pas plus jeune que moi dans la tête, je sais pas. Ouais, pour sûr. en tout cas, ouais, Millau, c'est une belle aventure. Alors moi, je n'avais fait que le marathon dans ces 100 km et c'est vrai que je m'étais entraîné en plus dans la région montpelliéraine qui est relativement plate et je m'étais pas attendu à monter et descendre autant de fois. Et c'est vrai que c'était un peu plus difficile. À Millau, le premier marathon, il va falloir que tu pousses un petit peu et que tu ailles voir ce qui se passe de l'autre côté du pont. Parce que franchement, c'est là où ça commence, les 60 autres derniers kilomètres. C'est la traversée du pont de Millau, descendre sur Saint-Afrique, remonter. Moi, la veille, j'avais été voir et je me suis dit, c'est bon. Effectivement, quand les personnes me disent que Millau, c'est vallonné, c'est plus que ça. Quoi. Mais bon, j'avais quand même... je faisais Millau et après, au mois de janvier, je partais pour mon ascension quand même. Le rêve de ma vie que j'avais décidé d'aller faire un haut sommet. Donc je me suis dit, allez, passe au moins le pont de Millau, parce que sinon, si tu passes pas le pont de Millau, comment vas-tu arriver à 6000 ? Exactement. Et du coup, les 6000, c'est les 6000 du Kilimandjaro. Exactement. Donc, le mois de janvier d'après, en janvier 2020, c'était un rêve pour moi de faire un haut sommet et de faire un haut sommet et de me dire j'ai lequel choisir. Donc voilà, c'est de se dire il y en a plein dans le monde, mais quand même quand on a fait cette traversée de désert, l'Afrique, et qu'après on peut se dire il y a un haut sommet en Afrique qui est le Kilimandjaro, je me dis c'est celui-ci qu'il faut que je fasse. Il n'est pas technique, il peut être fait facilement sur une marche. Moi, je l'ai fait vraiment en trekking. Je l'ai pas fait en mode compétition. Je l'ai fait en mode rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête le chrono, on lève le nez et on reprend ce temps qui m'appartient au final. Je le reprends et je vais vivre le Kilimandjaro plus en mode je vis le Kilimandjaro. Ouais. Wow. Et pourquoi ce rêve et qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion d'aller tout en haut et de voir ce que tu as pu voir là-haut? Eh bien, alors le rêve du Kilimandjaro, c'est de se dire voilà, on part sur désolée, je dois avoir un petit souci comme quoi je suis chez moi. Hein. Je t'en prie. Ça fait partie des aléas. Ça fait partie des aléas des petits bonhommes. Donc en fait, ce Kilimandjaro qui est que j'ai appelé Kilimandjaro le rêve de plus, je vis à travers les rêves depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, je me dis je partirai, je ferai je ferai de la compétition. Je rêve d'entendre la Marseillaise un jour pour moi avec mon père. Quand on regardait les matchs de foot, on se levait devant cette Marseillaise quand j'étais toute petite. Il m'avait appris à la chanter et on était tout fiers de se dire il y a l'équipe de France. Et quand je la chantais, quand je me mettais debout, je me disais toute jeune, je rêverais un jour de l'entendre cette Marseillaise, mais que ça soit moi, quoi. Et quand je suis championne d'Europe et que c'est à moi, je vous dis pas comment j'ai pu penser
à mon papa et tout ça, tout ça, ce sont des rêves et on se construit avec les rêves. Et faire un haut sommet. C'est essentiel. Ouais, c'est l'essentiel. Ça, c'est mon fil conducteur. C'est de pouvoir réaliser mes rêves. Et j'en avais plusieurs. Le rêve d'avoir des enfants quand on est jeune, le rêve d'avoir un métier passion. C'est ce que je fais. Le rêve de me dire j'adore les animaux. Je suis une fan vraiment une fan inconditionnelle des animaux et je bataille contre vraiment cette cause animale. Il est hors de question que je mange de la viande. Je mange plus de viande. Voilà. Et avoir des animaux autour de moi, avoir mes ânes. J'avais 15 ans quand je me suis dit, je me souviendrai toujours, je disais à mes parents, moi plus tard j'aurai des ânes. Il a fallu que j'attende 48 ans avant d'avoir mes ânes. Et pourquoi des ânes? J'ai 4 ânes à la maison et j'adore et ça fait partie de mes rêves. Et faire un haut sommet alors que j'ai fait du trail et que j'avais du mal à monter les côtes et que c'était très difficile parce que j'étais plutôt une coureuse de plat, je me disais mais j'aimerais faire un jour un haut sommet au-delà de 5000. Là, il se fait que le Kilimandjaro était à 5009, près de 6000, et je me suis dit, voilà, c'est celui-ci que je veux atteindre. Et franchement, on a fait un film avec Alibert Trekking, puisque je suis partie avec Alibert Trekking. Ce film s'appelle Kilimandjaro, le rêve de plus. Et là, il sort actuellement, on est en train de le sortir, parce qu'avec le Covid, c'était compliqué. Mais le 23 décembre le 23 novembre il sort à Paris cinéma de l'Étoile, à Reims le 24. Enfin il y a sur le site Alibert Trekking, il va y avoir ces sorties et on voit cette ascension du Kilimandjaro avec ma réflexion sur la sagesse du temps et la sagesse des rêves, parce que dans la vie, si on n'a pas de rêve, c'est quand même dommage. Et ces rêves, on peut pas se les donner du jour au lendemain. Le rêve, il doit mûrir, il doit se construire, et on l'atteint vraiment quand on est prêt. Mais c'est bien d'avoir des rêves quand on est petit. Ouais. Parce qu'on va grandir avec. C'est clairement ça. Typiquement, avec un de nos accompagnements que l'on fait avec des top managers et des dirigeants, si tu veux, on apprend à gérer son temps sur un rêve en particulier quand on était enfant qu'on n'a pas encore réalisé. Et donc, ce qu'on appelle l'objectif personnel puissant, où en gros, voilà, quel est mon objectif personnel que je n'ai pas encore réalisé, que j'aimerais réaliser, et on va apprendre à construire en fait notre gestion de notre temps vis-à-vis de cette OPP, voilà, en apprenant, voilà, en mettant des objectifs, voilà, qui sont ambitieux, atteignables, mais avec toute la sphère de la gestion de son temps, et puis d'autres paramètres derrière qui rentrent en compte. Mais en effet, c'est juste essentiel. Il y a trop de gens en fait, hein, quand j'échange. Même qui ont, tu vois, j'ai 32 ans, j'échange avec certains qui ont 32 ans, ça y est, t'as l'impression qu'ils sont presque morts de l'intérieur, et je me dis, mais no way. Non, alors c'est sûr que ils ont c'est sûr que par rapport à moi, je vois, ils sont peut-être dans un super poste de cadre qui va très bien, avec une vie qui sur le papier paraît peut-être un peu plus belle. Après, à côté de ça, il y a aussi tous ces rêves qu'ils ont mis de côté, et peut-être qu'ils ne vont pas potentiellement reprendre tout à l'heure, dans quelques années. Et ça, c'est juste essentiel le rêve, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait monter ces émotions à haute vibration, et qui font qu'on a envie d'avancer vraiment. Moi, j'en ai encore plein, et j'en ai encore plein à réaliser, c'est évident. Et je pense que j'en aurai jusqu'à l'infini, parce que franchement, ma to-do list, elle est énorme. Ouais, et puis plus tu avances, plus tu auras des nouveaux rêves qui vont arriver. Non, c'est clair. Et c'est marrant parce que quand on est jeune, on a des rêves de plus vieux, d'adultes, et
Et plus on vieillit, plus presque on a des rêves d'enfant. C'est rigolo. C'est on est voilà, on essaye on a des rêves d'enfant. On se rappelle de ces rêves d'enfant. Et c'est chouette parce que ça nous permet de marrant. On écoute une chanson, une comptine, hop, poum, ça nous bascule. C'est sympa comme tout. On s'accroche quand même à ce qu'on a vécu quand on était jeune. Le goût très important. Quand on va reprendre un chocolat chaud et ce chocolat il a ce goût d'avant. Ça replonge dans les émotions de voir comment on était au goûter avec sa maman qui tournait le chocolat là. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, on se dit mais j'aimerais retrouver ce goût, et hop, ça devient presque un rêve aussi de vouloir retrouver ce goût. Ça fait partie de nos rêves quand on vieillit. Tu fais de la visualisation? Ouais, ça m'arrive aussi. Ouais. Tu te l'as fait de la visualisation pour tes courses, pour des objectifs particuliers dans ta vie ou à quel moment? Parfois, quand je fais des belles courses et que je sais que la victoire est proche, je me vois déjà arriver alors que je suis pas encore arrivée. Donc je suis dans déjà tout ce qui va se passer derrière, donc j'anticipe et je sais déjà tout ce qui va se passer et j'adore ça et je me dis surtout ah non, surtout fais pas ça ou surtout fais pas ça, attention. Donc je me corrige dans la visualisation et je me dis attention, pas d'erreur, ne tombe pas dans ce côté-là. Donc ça m'aide beaucoup. Yes. Pourquoi je te dis ça? C'est vrai que le cerveau, en fait, alors, on va dire, je prends de la hauteur en disant ça, mais ne sait pas forcément faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc, plus on s'entraîne à visualiser, et donc notamment chez les sportifs de haut niveau qui s'entraînent à visualiser, en fait, activent quasiment les mêmes parties du cerveau, juste en visualisation d'un geste, par exemple. À contrario d'une personne qui n'est pas sportive de haut niveau, alors elle va activer des parties qui sont un peu similaires, mais pas totalement de la même manière. Mais un sportif de haut niveau qui s'entraîne à visualiser et qui fait ça quasiment tous les jours, va activer quasiment les mêmes, ce qui fait qu'en fait, il peut ressentir des émotions. Certaines personnes vont même pleurer, d'autres vont avoir les odeurs. Et typiquement, j'ai eu la Covid il y a 1 an. Et j'ai perdu le goût. Et alors je le récupère petit à petit, mais je l'ai pas encore à 100%, le goût et l'odorat. Et c'était déstabilisant parce que je me souviens la première fois que j'ai senti, j'étais en train de manger un super plat thaïlandais. Et là, je me dis, mais mince, j'ai plus le goût. Je sais que c'est super bon, mais j'ai l'impression de manger du plastique. Et ça, je trouvais ça tellement dommage. Et donc là, je me suis mis à visualiser en fait un plat que j'ai mangé en Thaïlande il y a quelques années, qui était similaire. Et en fait, tout de suite, j'ai eu les papilles qui se sont remises à saliver. Il y a tout un tas de choses. Toutes mes sens se sont réactivés. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Bon, dommage que ça soit pas en vrai et que j'ai dû l'imaginer. Mais mais c'est ça qui est assez exceptionnel avec notre cerveau. Et je rebondis par rapport à ton chocolat chaud. Des fois, le fait d'y repenser, d'avoir vécu des émotions autour de ça, et ben ça, on va même saliver en fait de tout ça. Et c'est un chouette moment. Dans mon travail chez 100% Sport Business, une société où cette période a été compliquée, j'ai fait et dans le sport, parallèle sport, je suis passée par des phases à aller voir pratiquer l'hypnose, et l'hypnose m'a beaucoup aidée comme sur la vie en visualisation de choses positives et de m'aider à justement parce que on peut perdre pied aussi dans ces périodes où quand tout dépend quand on a des salariés, quand tout dépend du travail et que le travail dépend aussi du sport, puisque moi c'est une société dans l'univers du sport aussi, donc que ce soit le sport ou que ce soit les magasins de sport qui étaient fermés, c'était très compliqué.
Donc, je me suis dit que je vais essayer de me faire aider à travers de l'hypnose. Et l'hypnose, en fait, m'aider à retrouver des moments où j'étais bien, des endroits où j'étais bien. Alors, ça remontait très très loin dans mon enfance, mais ça me faisait un bien fou. Et quand je ressortais, bah j'étais nettement mieux. Et quand je perdais pied, entre guillemets, quand j'avais des moments peut-être d'angoisse, je savais me retrouver dans un peu en mode cocon, à me dire je retourne dans l'univers que j'aime bien. Alors, faut pas en abuser, il faut y aller au moment très précis, parce que sinon ça a un effet un peu pervers de dire je reste dans mon cocon et je sors plus et voilà, et à un moment donné on retourne pas dans la chrysalide, quoi. Il faut rester le papillon qu'on a été, quoi. Mais il faut faire attention. Mais ça aide aussi à pouvoir avoir un refuge. En fait, c'est mon refuge. Voilà, le refuge du bien-être pour repartir plus fort. Yes. Et toujours dans cette lignée, c'est vrai que l'hypnose aussi, hein, j'ai eu testé, pas en tant que praticien, mais plutôt de l'autre côté. C'est vrai que c'est assez intéressant et assez marrant. Alors après, j'ai jamais vraiment réussi à totalement lâcher prise, parce que j'étais plutôt dans une phase de vouloir comprendre ce qui se passait en moi. Alors du coup, exactement. Mais ça n'empêche que je suis allé voir, j'étais curieux d'aller voir, je sais pas si tu connais le Reiki ou les énergéticiens. Et tu vois, j'étais assez curieux parce qu'il y a pas mal de gens qui m'en parlaient. J'y suis allé cette semaine et j'avais une douleur, en fait, au niveau des cervicales, et qui s'étalait toute la partie en haut à droite de mon corps. Et en fait, je suis allé voir un ostéo, donc la douleur a été soulagée, mais elle était encore présente. Et donc, j'étais dans un Airbnb sur Paris il y a 15 jours, et la personne était maître Reiki. Et elle me dit, bah tiens, ça serait bien que tu fasses ça. Bon, moi je dis ok, je vais tester, parce que j'aime bien tester ce genre de choses. Et en effet, cette semaine, je suis allé voir un praticien sur la région de Montpellier, là où j'habite, et c'était assez étonnant. À la fin, j'avais plus aucune douleur, et j'étais vraiment très très léger. Et là, ça va super bien. Là, j'ai la patate, alors que j'étais vraiment, les 15 derniers jours, j'étais dans un état de fatigue très pesante. Et je trouve ça complètement dingue. Alors, l'hypnose, en effet, c'est quelque chose. Là, c'est l'énergétique. Il y a des choses un peu ésotériques parfois, qui peuvent sortir de tout ça, mais je trouve ça assez fabuleux et à creuser. La science, d'ailleurs, est en train d'arriver et est en train de prouver certaines choses vis-à-vis de ça, et je trouve ça assez exceptionnel. On est plein de ressources, hein. On est plein de ressources qu'on n'exploite pas. On se contente de peu, en fait, par rapport à tout ce qu'on pourrait exploiter et s'ouvrir. Parfois, on est trop terre à terre. Il faut savoir aller voir un petit peu plus loin, réfléchir, se mettre à se détendre et aller. Moi, je vais chercher chaque membre, voilà, et surtout vraiment se respecter et s'aimer, parce qu'il y a plein de personnes qui ne s'aiment pas. Quand je dis qu'ils ne s'aiment pas, c'est pas que physiquement, c'est aussi moralement. Et je pense que si les gens s'aimaient plus, ils aimeraient plus aussi les autres. Et parfois on s'aime pas assez, on se valorise pas assez. Et s'apprécier, c'est aussi reconnaître que parfois on fait pas des choses terribles, et pourtant voilà, quoi, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut être tolérant aussi par rapport à soi-même, et donc se dire que bon, effectivement, je vais faire mieux la prochaine fois, mais déjà s'aimer, c'est très important. Et donc, c'est lâcher prise aussi, c'est pas réfléchir aussi. Ouais.
C'est clair. Alors, il y a deux notions. Il y a le lâcher-prise et en effet, ce que j'appelle l'estime de soi. Et c'est vrai que dans l'estime de soi, il y a trois piliers. D'après un bon nombre de psychologues, il y a l'amour de soi, est-ce que je m'aime ou pas. Il y a l'image de soi, est-ce que j'aime l'image que je renvoie ou quand je me regarde dans un miroir. Et il y a la confiance en soi. Voilà, est-ce que j'ai les aptitudes, les capacités à faire face aux différentes problématiques du quotidien et à toujours avancer. Et c'est vrai que quand on progresse en plus sur un des piliers, on progresse sur les autres piliers, les deux autres piliers. Donc c'est ça qui est fabuleux. Mais là, en fait, c'est une des premières conditions du bonheur, l'estime de soi, d'après ces psychologues. Et c'est vrai que je rejoins complètement ce que tu viens de dire. C'est hyper important de s'aimer. Alors après, il y a l'ego ça dépend le niveau que tu y mets. Exactement. mais c'est vrai qu'on dit que chez beaucoup de sportifs de haut niveau qui performent, justement, cette condition de s'aimer est importante et hyper importante. Mais chez les entrepreneurs aussi, hein, Elon Musk par exemple, voilà, pour ne citer que lui, qui a une image que tout le monde connaît, c'est les personnes qui s'aiment, mais parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils peuvent faire, ou du moins qui peuvent atteindre leurs rêves également. C'est une condition hyper importante. Ouais, et pour un sportif, on a eu l'habitude d'être dans un corps de sportif. Quand je dis d'être dans un corps de sportif, c'est que je distingue bien, je suis dans mon corps. Tu es toujours. Je suis en lévitation là, je vais m'envoler. Mais et quand j'ai arrêté la course à pied là pendant le Covid, je me suis dit voilà, comme la plupart des Français, on s'est mis à prendre des petits apéros, des machins, tout, voilà quoi, dans la bulle un petit peu de tout ça. Mais qui pouvait procurer aussi du bien-être parce qu'il y a du partage, qu'on fait pas un apéro tout seul, alors ça s'appelle du apéro. C'est clair. On est d'accord. Et donc au final, on fait un peu une synthèse au bout d'un moment, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on se dit j'ai pris 3 kilos, ça va plus du tout, on s'aime plus parce que ça va pas. On a l'impression d'avoir ce côté un peu, alors le corps un peu sale, embrouillé, un peu encrassé à l'intérieur, et du coup on a l'impression qu'on est plus soi-même, on respire plus pareil, on n'est pas bien, voilà, et c'est ce qui fait que moi je me dis mais faut que je reprenne la course à pied parce que c'est pas moi. J'ai besoin d'avoir de me sentir légère et de me sentir bien dans ma peau, bien dans mes baskets, et ça passe par un effort physique pour justement la course à pied aide aussi avec les endorphines, avec voilà toutes ces sécrétions hormonales sur les hormones du bien-être et autres, à mieux réfléchir également et à avancer beaucoup plus vite. Moi, quand je trouve pas une solution, parfois je vais courir. Quand je reviens de courir, j'ai trouvé cette solution. Et ça aussi, c'est important. Je pense que il y a ce côté de se connaître parfaitement. Alors effectivement, on a besoin. Il y a peut-être un ego, il y a peut-être de se sentir dans un corps qui est qui veut pas vieillir non plus, de repousser le temps et autres. Il y a peut-être un ego, mais il y a une forme aussi de vouloir rester en vie, comme ne pas, voilà, de rester jeune, de rester dans l'air du temps. Le temps n'est pas d'emprise, ou s'il a de l'emprise, qu'on puisse rester aussi dans l'action et ne pas perdre le contrôle. Voilà, il y a tout ça aussi. En ce moment, ça évolue à une vitesse. Les applications, les réseaux sociaux, moi je me suis mis sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, et au début j'étais un peu réticente
Et puis je m'aperçois en fait que bah ouais, je vois plein de choses et c'est marrant. Je retrouve des potes. Je me dis bon bah bien sûr il faut pas en abuser. C'est comme tout. C'est comme tout de toute façon. Il faut jamais aller dans les extrêmes. Les extrêmes sont pas bons, mais voilà quoi. C'est bien aussi. C'est aussi l'air du temps. Voilà. Faut pas être un vieux con qui se dit que c'est pas bien ce que font les jeunes, parce que en fait les jeunes, nous il y a quelques années, on mettait pas nos ceintures de sécurité, on prenait la voiture, on était alcoolisé et ça gênait personne. Alors que maintenant il y a des SAM, maintenant on met la ceinture de sécurité, est obligatoire. Voilà, on évolue quand même et ces jeunes ils le respectent ça. Nous on le respectait pas avant, pourtant. Voilà. Donc, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution et la planète, on la respectait quand même pas terrible. Là, on commence à prendre conscience de ça. Avant, on n'en avait pas conscience. Voilà, il faut respecter aussi cette jeunesse qui apporte aussi. D'ailleurs, je suis intervenu là pour un grand groupe de l'énergie il n'y a pas très longtemps sur, en gros, sur la santé, le bien-être et la performance avec un de leurs codires et en fait, ils voulaient aussi un focus et en fait, ça faisait le lien entre le bien-être et les nouvelles générations. Parce qu'en fait, les nouvelles générations, ils ont 3 grands piliers qui ressortent. C'est quoi? C'est nous, on veut du bien-être. Quand je vais être embauché, je veux que l'entreprise prenne soin de ses salariés. C'est hyper important. Donc il y a déjà ce côté-là. Il y a aussi le fait qui va dans ce sens, c'est l'équilibre pro-perso. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles générations, ils sont capables de passer du temps, en effet, au travail, mais pour eux, c'est important d'aller faire du sport, c'est important d'aller en tout cas se divertir, d'avoir une autre vie aussi à côté, si je peux appeler ça une autre vie, même si j'aime pas forcément trop ces termes-là, parce que pour moi, la vie est globale et poreuse dans chacun des compartiments. Et puis, il y a un troisième pilier, c'est les valeurs, et notamment les valeurs à dominante environnementale, où si l'entreprise a une vision, on va dire, proche de l'impact positif environnemental, et ça va les satisfaire davantage et ils vont être davantage attirés. Et c'est vrai que cette nouvelle génération, la Z notamment, qui est dans ce profil-là, a beaucoup à nous apporter. Alors certes, on sait que certains les décrient. En effet, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la génération de ceux qui sont même en retraite maintenant, qui ont 60 ans et plus, ou ceux qui sont en cours ou bientôt en retraite. Et puis les générations en milieu. Et c'est vrai que c'est important de prendre tout ça en compte et que chaque génération a du bon et puis du moins bon. Mais ça, on est là pour progresser tous ensemble. Exactement. Moi, je le vois à travers les embauches que je fais chez 100% Sport Business. Les profils sont complètement différents. Alors, je me dis que dans l'équipe, il faut des jeunes, des moins jeunes, et c'est le mélange, encore une fois, qui fait la réussite. Je vais pas dire que les jeunes ont 100% raison en se disant que les anciens ont tort, ni les anciens ont 100% raison et les jeunes à contrario ont tort. Je vais plutôt être à mélanger les genres et que les points positifs, que chacun apporte son point positif pour arriver à créer en fait le genre, on va dire pas parfait, mais en tout cas le mieux possible. Et c'est sûr que les parents, c'est exactement la même chose en fait. On écoute nos enfants. Parfois, je me dis ils sont perchés et parfois ils doivent me dire mais la mère, elle est complètement perchée aussi. Elle est larguée. Exactement. C'est-à-dire, moi, je les trouve perchés et eux, ils me trouvent largués. Donc, à un moment, voilà, on peut peut-être se retrouver sur le même bateau et faire un petit voyage ensemble. Mais c'est clair que, voilà, c'est l'Arche de Noé, il faut mettre tout plein de choses pour redémarrer quelque chose. Et exactement, si on reprend le fil conducteur de ce qu'on se disait en tout début de podcast, c'est que y en a qui sont en phase d'apprentissage, d'autres en phase voilà, il faut y aller, et puis il y en a qui sont dans une transmission. Et donc en effet, il y a parents, enfants où on transmet et on apprend. On arrive sur les dernières questions donc du podcast. C'est quoi la journée type de Laurence Klein?
Journée type du matin au soir. Moi, j'aime beaucoup s'il y a des rituels particuliers, connaître ce genre de choses, ou pas du tout, et ça se ressemble jamais une journée à une autre. C'est pas les mêmes journées, c'est complètement ok, mais j'ai juste histoire de comprendre un peu comment toi tu fonctionnes. Alors, je dors peu déjà. Je dors pas beaucoup. Je fais partie des personnes qui dorment 5-6 heures par nuit. Okay. Je dors très peu. Je dors pas beaucoup, donc je me lève quand même relativement tôt. Je vais dans un premier temps soigner mes animaux, c'est-à-dire je descends quand je suis chez moi, quand je suis pas en déplacement. Je me déplace, j'aime aller porter des graines, des foins, enfin bref, le foin, la paille, tout ça, à mes ânes, soigner, aller voir mes canards qui sont marre d'à côté, leur donner quelques graines, faire le tour, donner à manger, et puis prendre mon petit déjeuner tranquillement, et ensuite démarrer ma journée. Voilà, à 8 heures, je me pose sur mon ordinateur et c'est parti pour la journée de travail. Sauf quand je suis en déplacement, ensuite il faut se déplacer, aller voir les clients. Et ça, je fais quand même pas mal d'heures de travail. Et ensuite, j'essaye à l'heure actuelle, vers 19h, 19h30, aller faire un footing, ou alors je fais un footing, ou alors si je peux en tout cas faire du sport, ou alors je me mets sur le tapis ou le vélo. À l'heure actuelle, c'est comme ça que ça se passe. Et quand je suis en déplacement, oui, effectivement, c'est hôtel, boulot, travail. C'est un peu comme ça que se passe ma journée. Et les week-ends, c'est les week-ends qui sont consacrés à la famille. Et puis, de temps en temps, je pars dans le nord où j'ai un petit pied-à-terre dans la baie d'Authie. Et là, je suis sur bord de mer parce que j'aime beaucoup ces horizons en mer du nord. Donc, vers Fort-Mahon, c'est les plages, c'est les plages du nord avec des phoques parce qu'il y a des phoques à Fort-Mahon, c'est assez drôle. Et puis les vacances, quand j'ai un peu plus de temps, j'aime descendre aussi vers les Stérelles et là aller courir dans des endroits un peu plus vallonnés. Vers le sud de Cannes et aller parcourir. Tu dois avoir des chouettes vues, en effet. Ouais. Effectivement, mais elles sont différentes du nord de la France au sud de la France. Et moi qui habite en Champagne-Ardenne, ça me change. Mais ma journée, elle est globalement bien chargée. Je m'ennuie jamais. J'ai pas un moment, je m'ennuie jamais. Et quand je fais du vélo, j'aime bien aussi. Là, c'est la pause 45 minutes. De toute façon, le vélo, c'est soit 45 minutes, soit 1h30. Ça dépend si je regarde 1 ou 2 épisodes de ma série. Voilà. D'accord. Donc, tu regardes des épisodes en même temps. Ouais. Ça va? T'as jamais eu de problème? C'est ma détente. Mais même quand je me mets sur le tapis, je regarde une série, je me mets sur une série et voilà. Je regarde l'avance avec ça. Ouais. Quand t'es en vélo, alors t'es pas dehors, t'es en vélo. Ah ok, tu m'as fait peur parce que j'ai interviewé en fait justement une personne qui est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Denis Troche. Je sais pas si tu connais, qui accompagne des sportifs de haut niveau qui sont champions olympiques aussi et qui me disait que il le fait plus maintenant. Il a 60 aux alentours de 60 ans, mais pendant très longtemps il faisait du vélo et en même temps en fait il regardait son téléphone. Il écrivait des trucs, il est en mode exactement. J'ai dit mais comment il pouvait faire, mais donc non, en plus de ça, si tu du Netflix, ça aurait été compliqué. Mais... C'est ça, ouais, c'est ça. Alors je regarde les séries que ma fille me donne à regarder en fait. Elle me fait le programme de mes séries. Il y a une série que tu as appréciée dernièrement ou qui t'a fait vibrer ou réfléchir? Réfléchir, ouais. Je me suis dit que je jouerais plus jamais à un 2-3 soleil. Ah oui. C'est quoi? C'est Suicide Squad, c'est ça? Ouais, c'est Swiss Game. Ouais.
Ouais. Swiss Game, ok. D'accord. Donc, j'ai pas encore vu, c'est une série sur Netflix. En effet. Ok. Alors, moi, je suis plutôt en mode Marco Polo que je viens de terminer. C'est un peu plus. C'est dans un autre genre. Et en fait, par rapport à ce que tu disais au niveau du Japon, c'est assez intéressant de voir à l'époque de Khan. Alors, c'est plutôt le descendant de Gengis Khan et de voir un peu comment il fonctionnait avec la partie méditative, la partie énergétique, la partie relaxation, je vais prendre du thé vert, et puis en même temps très loyal, il y a des choses très intéressantes dans cette série. Voilà, si tu... Ok, bon, j'essaierai de voir la tienne, et puis si tu veux quelque chose de... Il y a quand même pas mal de guerres aussi dans, dans Marco Polo, avec l'histoire qui va avec. Mais, ok, est-ce que tu as une croyance, un gris-gris ou quelque chose comme ça que tu n'oses pas forcément le crier sur tous les toits, mais qui, toi, te permettent de vraiment avancer tous les jours, ou en tout cas quand tu as des moments un peu plus down, un peu plus difficiles? Je suis pas très fétiche. Quand je partais en compétition, quand je partais en compétition, grande compétition, systématiquement, fallait que j'aille sur la tombe de mes parents et que j'en parle avec eux. Okay. C'était important. Et j'avais une compétition que ma première sélection que j'ai fait, je suis allée porter ma médaille sur la tombe de mon père à l'époque parce que ma mère était encore vivante et elle était restée cette médaille et jamais personne ne l'a prise. Tout le monde a respecté que j'avais déposé cette médaille. Elle est restée des mois sur la tombe de le mériter. Et du coup, c'était important pour moi que pour préparer cette compétition, que j'aille les voir et me ressentir plein de choses. Donc, c'est ce qui me fait avancer. Ouais, cette connexion avec eux. Ouais. Comment on peut te joindre, Laurence, si tu veux qu'on te joigne, ou comment, ouais, s'il y a quelqu'un comme moi qui a envie de t'interviewer, ou tout simplement en savoir plus sur... parce que tu fais aussi des conférences, tu fais ce genre de choses également. Comment on peut te joindre? J'ai un site internet, laurence-klein.com. Ok, et puis on maintenant, mettra les notes dans les notes. Puis maintenant, je suis sur Instagram. Ah, ok. Donc Facebook, tu y es, tu as une page, en effet, Facebook, ouais, tu as une page Instagram. J'ai mon site internet aussi. Voilà, que je vais un peu plus développer. Donc, voilà. Et aussi à travers le site de ma société, 100% Sport Business, qui est cette force de vente supplétive mutualisée, où si j'ai quelques mots à dire sur cette force de vente, en fait, j'ai créé cette société avec Jean-Raphaël Etier, qui est mon associé, et on se met au service de marques qui peuvent pas avoir de force de vente en propre, et qui se disent que pour vendre un produit, il faut avoir des représentants. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être les petites marques qui avaient besoin d'avoir des commerciaux. Donc j'ai créé une force de vente qui va vendre ses produits, et pour que ces commerciaux coûtent moins cher, je les ai mutualisés. Donc on vend plusieurs produits, voilà, dans les magasins et avec les commerciaux. Donc c'est ce qu'on appelle les forces de vente supplétives, donc externalisées, qui n'appartiennent pas à une marque, mais qui sont là pour vendre cette marque. D'accord. Et du coup, pour te contacter sur cette entreprise, tu as un site internet. Il y a un site internet également. Ok. On mettra dans les notes du podcast également les liens qui vont bien. Ok là-dessus. Donc Facebook, tu as un profil LinkedIn. Est-ce que tu... Oui, également. Ouais. Je pense aussi aux entreprises ou associations sportives qui voudraient te faire intervenir en conférence, webconférence ou conférence en présentiel, comme à la rencontre des entrepreneurs de France où j'ai pu te rencontrer fin août 2021 de cette année. Comment on fait? C'est sur ton site internet perso? Voilà, c'est ça. C'est me contacter, il y a mes coordonnées. Aucun souci. Je suis dans le partage et j'adore en plus. J'aime beaucoup. C'est assez drôle parce que j'ai ce côté solitaire
et en même temps ce côté très bavard. Donc, voilà. Ouais, on l'entend. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs? Si j'ai un dernier mot, je dirais vivez pleinement. Je souhaite à tout le monde que au moins que cette période Covid soit derrière nous, qu'on puisse avancer de nouveau et pouvoir partager. J'étais dernièrement sur le salon du marathon de Paris, de voir le marathon de Paris, de voir cette communion de personnes avec les sourires qui étaient contents de retrouver ces départs de course. Je suis impatiente qu'on puisse vivre de nouveau les partages, les émotions, revoir les sourires des personnes, parce que c'est vrai que ce masque empêche de se voir tous et de partager. Je pense que il y a quand même du bien à sortir de tout ça, parce qu'on s'aperçoit que on fait beaucoup plus attention à notre hygiène corporelle, ne serait-ce que je trouve que c'est quand même des avantages à tirer en tout cas ces gestes un petit peu barrières qu'on doit faire attention, et je trouve que c'est pas si mal, mais j'aimerais quand même qu'on retrouve une belle vie de partage et de voyage, de pouvoir aller voir les uns les autres, et voilà, je souhaite à tout le monde de retrouver une belle vie, de vivre bien, de vivre leurs émotions, et surtout de réfléchir à leurs rêves et de les réaliser. Bon, vivons nos émotions intensément. N'ayons pas peur de se projeter avec des rêves et puis de tendre à les réaliser. Merci infiniment, Laurence, et à très très bientôt pour de partager ce temps avec toi. Ouais, vraiment un vrai plaisir partagé. On a appris beaucoup de choses et puis hâte de te suivre davantage sur Instagram. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Canopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao.